Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où notre arme fatale, c'est notre amitié. Magnifique. Merci. Salut, moi c'est Anaïs et... C'est quoi ce truc Salut Salut, moi c'est Anaïs et... C'est pénible. Salut, moi c'est Anaïs et apparemment dans les années 90, c'était le plein d'emploi pour les saxophonistes. T'es con. Mais oui. Pour moi, c'est une leçon des années 90. Ah oui. Et moi, c'est Marie et j'ai vraiment rien pour surpasser ça. On est de retour pour parler d'un monument du cinéma d'action et de comédie. En tout cas, c'est la suite d'un monument du cinéma d'action et de comédie. On vient de voir L'Arme fatale 3, un film de Richard Donner, sorti en 1992. Un film que tu as visiblement trouvé palpitant. C'était bien ? Tout est dit, je crois. T'en as pensé quoi ? Ça se laisse regarder. Ça se voit que c'est le 3. Non, c'est sympa, mais honnêtement, c'est... Oui, je dirais pas que c'est un monument. Je dirais que c'est un petit arbuste. Chaise de jardin, quoi. Voilà, une chaise de jardin. C'est pas une arme fatale, c'est une arme qui fait des bobos, quoi. Tu peux comprendre, ceci dit, en regardant ce film, pourquoi les ingrédients qui en sont présents en ont fait une saga culte ? Oui, je peux le comprendre. Il y a une très bonne alchimie dans le casting. Je vois pourquoi les ingrédients peuvent en faire une œuvre culte ou en faire une saga culte. Mais en fait, il y a aussi ça, c'est-à-dire que je vois les ingrédients. Je vois pas forcément... J'ai pas été captivée par le film, quoi. T'as eu une comparaison assez étrange en le regardant. C'est un peu les gendarmes de Saint-Tropez, mais aux États-Unis, quoi. Mais non. Tu respectes rien. Mais non, mais tu vois pourquoi je dis ça ou pas ? Bah parce que c'est des flics qui font des conneries et qui... Enfin, il y a un aspect comique, quoi. Ouais, mais pour moi, c'est même au-delà de ça. C'est pas tout le temps, mais il y a plusieurs scènes où c'est vraiment le type spécifique d'humour auquel je m'attendais pas du tout, qui est vraiment un humour poète-poète, en fait. Où c'est beaucoup de... Où ils bafouillent énormément, ils sont... comme ça, enfin, c'est... Tu vois, Joe Pesci, mais pas... Non, même Danny Glover, il fait beaucoup ça. Enfin, vraiment, moi, en étant pas du tout familière avec la saga, je pense qu'en plus, il y a des ch'tics pour chaque personnage qui se sont peut-être un petit peu cristallisés et installés dans le temps. Mais du coup, moi, en arrivant comme ça, un peu de but en blanc, je trouvais que c'était, ouais, je te l'ai dit au tout début, très poète-poète, très farce, avec le chat, avec la meuf qui conduit à toute vitesse. Là, bah, ça m'a fait penser à la nonne, en fait, enfin, la bonne sœur dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Et évidemment, c'est mieux quand même que Le Gendarme de Saint-Tropez, je trouve. Je sais pas qui je vais offenser en disant ça, mais L'Arme fatale 3 est mieux que Le Gendarme de Saint-Tropez. Mais ouais, en fait, je m'attendais pas du tout à ce genre d'humour-là, qui est un humour qui est moins précis que ce qu'on va trouver dans beaucoup de comédies contemporaines, avec, tu vois, vraiment la répartie qui tombe pile au bon moment et qui va être accouplée avec le montage, le cadrage, tu vois, ce bon moment où ça tombe vraiment d'une manière hyper précise. Je pense que forcément, il y a le fait que ce soit le 3, et c'est un peu malheureux que tu découvres pas le 1 et le 2 avant, quoi. Et surtout le 2 qui est vraiment le meilleur, mais le 1 est vraiment bien aussi, mais le 2 est connu comme un des meilleurs sequels de l'histoire du ciné, quoi. Mais pour moi, le 3, il est quand même bien, et il est représentatif de ce qui fait aussi le charme de cette saga. Donc si t'as pas plu, je pense qu'il a des défauts, dans le sens où il est un peu... Il a peut-être pas le même brio que ceux d'avant, mais en même temps, l'humour et le charme de ce qui a fait les films précédents, on le retrouve ici aussi. Donc moi, j'aime beaucoup ce film. Enfin, je sais que je l'ai vu plein de fois et qu'à chaque fois, je prends plaisir à le revoir. L'humour pas précis, c'est une forme d'humour, mais je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est bien écrit. En fait, t'as des blagues un peu à la con. Ouais, mais je suis d'accord. Hein. Je disais pas que c'était mal écrit. Pour moi, c'est vraiment la manière dont les blagues atterrissent et dont elles sont... mise en valeur par la mise en scène et le montage. C'est un truc qui a été travaillé de plus en plus, je pense, dans les années qui ont suivi. Et en fait, c'est marrant parce que je pensais à Toy Story en voyant ce film-là, parce que j'ai l'impression que dans les deux, on voit les prémices de tout un genre qui va ensuite fleurir et qui va en plus être de plus en plus sophistiqué, y compris dans l'intrigue. Je pense par exemple dans une des meilleures buddy comédies d'action moderne que j'ai vues, il y avait The Nice Guys de Shane Black. Oui, réalisé et écrit par Shane Black. Et bon, ce qui est intéressant, c'est que Shane Black, en fait, le premier film qu'il a écrit, c'est L'Arme fatale. C'est ça qui l'a rendu célèbre. Il avait 22 ans à l'époque.
Et le deuxième film qu'il a écrit, c'est L'Arme Fatale 2. Et c'est vraiment ça qui l'a fait exploser. Et en fait, il a eu des désaccords avec le studio pendant l'écriture de L'Arme Fatale 2 parce qu'il voulait que Riggs, donc le personnage joué par Mel Gibson, meure à la fin. Parce que lui, il jouait plus sur le côté comédie dramatique, un peu. Il y avait un côté un peu plus de pathos derrière. Et en fait, les studios avaient refusé de faire mourir Riggs parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient une machine à cash. Et donc, Shane Black n'est pas revenu pour le 3. Et le 3, ça a été un peu plus chaotique au niveau de l'écriture. Du coup, il y a les ingrédients qui ont été repris, évidemment, des 2 précédents. Donc, pour moi, les trucs qui fonctionnent, c'est l'alchimie entre les personnages. Il y a quand même des bonnes punchlines qui sont bien écrites et tout ça. Mais après, c'est vrai que c'est moins tight. Je sais pas comment dire en français. C'est moins... précis. En fait, pour moi, c'est pas au niveau des punchlines, c'est au niveau de l'écriture en général. Mais je suis d'accord. En fait, c'est sur l'intrigue. Et même le montage et la mise en scène, tu vois. C'est tout mérite d'être un petit peu plus affûté. Oui, bah ça, je suis d'accord. Mais les punchlines, pour moi, sont pas poète, pas précises. Ça, mais c'est pas les punchlines, c'est le reste. C'est les jeux d'acteurs, par exemple. Je trouvais que en arrivant là dans la séquence d'ouverture, Danny Glover, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est vraiment en mode, il fait que bafouiller. Oui, après, bon, ça, c'est un peu son. Ouais, délire. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à Louis de Funès. Tu vois, c'est parce qu'il y avait un truc dans le jeu physique, comique, auquel je m'attendais pas du tout. Parce que, justement, dans les buddy comédies auxquelles je pense, notamment The Nice Guys, ou même récemment, j'ai vu Wolves avec George Clooney et Brad Pitt, qui reprend un petit peu le même genre de recette sur Apple TV+. Il y a une précision, et c'est peut-être parce que les jeux sont plus deadpan ou pince sans rire, et que c'est peut-être un style de jeu qui est plus à la mode en ce moment dans le cinéma contemporain. Mais du coup, ça, plus le montage, plus la mise en scène, fait qu'on se focalise beaucoup plus sur les one-liners, comme si les réparties étaient mises en avant avec un écrin. Et là, j'ai moins ressenti ça dans ce film, mais après, c'est sans doute à la fois parce que c'est le 3e et que donc c'est pas le plus affûté du tiroir. Non, voilà, c'est ça. Mais c'est marrant parce qu'on sent quand même justement les prémices d'un truc qui va être développé et transformé en formule jusqu'à même l'écœurement avec les Marvel et tout, mais où là, c'est encore un petit peu en deçà de l'apothéose de ce genre. Tu vois ? Non, justement, en fait, c'est pas les prémices, c'est justement les restes. Parce qu'en fait, l'apothéose, elle arrive avant. En fait, c'est là où je suis pas d'accord, c'est que c'est pas un truc, ça a pas mené à bien mieux après. Ce qui était avant, genre les 2 premiers sont bien mieux que ça, quoi. Oui, d'accord. Bon, on va résumer quand même ce film. Oui. En 30 secondes. Anaïs, vas-y. C'est un spot publicitaire pour les violences policières et les délits capillaires. Tout à fait. C'est l'histoire de 2 flics qui, il y en a un, il respecte les règles, et il y en a un, il respecte pas trop les règles. Et ils doivent se battre contre des méchants dont on ne sait pas grand-chose, à part qu'ils sont eux aussi très mal coiffés. Il y en a un qui est un ex-flic. Et voilà. Non, mais vraiment, globalement, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que tu as des questions ? J'en ai une. C'est quoi l'arme fatale ? J'allais y venir parce qu'en fait, tu étais très préoccupée par le titre, on va l'entendre. C'est une arme fatale. Ouais, mais bon, ça fait 3 films que l'arme fatale s'appelle l'arme fatale. Ah, c'est toujours la même ? C'est juste qu'il n'y a pas d'arme fatale. Des armes fatales. En fait, il y a une arme fatale. Et c'est dans le premier film, quand ils se rencontrent, en fait, Riggs est connu comme un casse-cou. Littéralement, il est décrit dans le scénario comme un sociopathe suicidaire. Donc, il a une envie de mort, très claire, parce qu'il a perdu sa femme avec qui il était pendant, je pense, 11 ans de mariage ou quelque chose comme ça. Et en fait, comme Murtaugh hérite de lui comme partenaire, il lui fait pas du tout confiance. Et à un moment, il compare leurs flingues. Et Murtaugh lui dit You're a lethal weapon, t'es une arme fatale. Et donc l'arme fatale, c'est Riggs, quoi. Voilà, donc il y avait une. Oui, il y avait une arme fatale. Ok. Non, mais c'est vrai, quand tu me dis il n'y a pas d'arme fatale, j'étais là, mais alors c'est quoi l'intérêt d'appeler tous ces films l'arme fatale ? Parce que du coup, j'étais là, il y en a quand même beaucoup des armes dans ce film. Il y a beaucoup de pistolets de types différents. Il y a un chien. C'est laquelle l'arme fatale, quoi ? C'est ça, il y a du ciment, il y a du feu. Donc ouais, je me disais, mais lequel est fatal? Parce qu'en vrai, il n'y en a aucun qui est fatal. Au final, il n'y a personne qui meurt dans ce film. Si, il y en a un qui est plongé, celui qui est plongé dans le ciment, il meurt bien. Hein. Oui, c'est vrai. Mais on le voit pas mourir. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un gamin qui meurt et tout. Et puis celui plongé dans le ciment, on le voit faire glouglou, voilà, c'est ça. Mais on imagine la suite quand même. Moi, je veux qu'on me montre. Je veux les preuves, je veux les reçus. Est-il vraiment mort? Non, mais du coup, ouais, je me posais la question. Merci.
j'ai une réponse et je suis très satisfaite par cette réponse parce que sinon j'aurais dit est-ce que c'est son mulet, l'arme fatale? On va y revenir, voilà, c'est possible. Pour n'importe quel coiffeur, je pense que ça pourrait être fatal de voir Mel Gibson débarquer. Cette saison s'appelle Back to the 90s et je dois dire, ce film, il délivre. Ah là, dès l'ouverture. C'était très très 90s. Dès l'ouverture, on est en 1992. Ouais. Wow. Moi, j'adore cette chanson. Ouais, non mais c'est très bien, mais en fait, vraiment, je me suis dit, est-ce que je suis en train de regarder un film d'action ou est-ce qu'il y a Sting caché derrière le canapé qui va sortir et essayer de me pécho, quoi? Parce que c'est vraiment très étrange pour un spectateur contemporain. Oui, je veux bien le croire. Mais en fait, pour moi, c'est encore une fois, c'est pas choquant, quoi. Non, mais ça fait partie du charme. Mais en fait, tout de suite, moi, le truc, c'est que ça m'évoque des références qui sont vraiment... Moi, pendant tout le film, à chaque fois qu'il y avait la musique qui arrivait, je pensais c'est Melrose Place pour moi. Moi, je pensais à Hartley Cœur à vif. Ah, d'accord, ouais. Et du coup, ouais, ça évoque la télé. Oui, et les soap-opéras. Voilà, pas la télé la plus prestigieuse qu'on ait pu connaître, celle avec laquelle on a grandi, qui était bien comme ça, avec des saxos toutes les 5 minutes. Et donc, c'est vrai que pour moi, ça décrédibilise tellement le film parce que toutes les 5 minutes, il y a un putain de saxo qui sort, quoi. Le saxo qui est quand même composé par Eric Clapton, quoi. Ouais, on a tous besoin de payer le loyer, hein, donc... C'est vrai. Non, mais ce qui est très marrant, c'est que sur YouTube, il y a une compile qui s'appelle Lethal Saxophone. Et c'est de là que j'ai tiré le saxo que j'ai utilisé en intro, puisqu'ils se sont amusés à compresser tous les moments où il y a les mêmes notes de saxo qui apparemment reviennent dans les 4 films. L'arme fatale, c'est toujours les mêmes. C'est un personnage qui est très très présent et tu l'as noté pendant le visionnage à plusieurs reprises. Cette musique, c'est... Qu'est-ce que t'as contre Eric Clapton? C'est daté, quoi. Ouais, c'est Rachida daté, quoi, vraiment. Honte à toi. Non, mais alors, j'avais aussi isolé 2 moments pour montrer un peu. En plus, c'est incongru, en fait. C'est pendant des moments qui n'ont rien à voir. Enfin, c'est pas sexy, en fait. Non, pas du tout. C'est intense. C'est très intense. Et puis, il y a même, c'est marrant parce que même le sound design, en fait, sur, par exemple, les coups de poing, etc., ça aussi, c'est très poète-poète. Enfin, c'est très film d'action 90s, mais c'est marrant. Ça fait pof, pam. Non, mais c'est vrai qu'il y a dans Le Parrain, il y a une scène où Sonny, l'aîné, est en train de tabasser le mari de Connie, sa sœur. Et en fait, il se donne des coups de poing. Et tu vois carrément le poing qui ne touche même pas le visage. En fait, tu sais, où ça fait poum, poum, poum. Ouais. Et tu vois qu'il n'y a même pas de contact, quoi. Ouais, non, donc, c'est ça, les gros pafs. Limite, t'attends la trompette derrière à chaque coup de poing. Mais d'ailleurs, je crois que quand le mec se fait noyer dans le ciment, avant, il l'assomme avec le cran du flingue. Et à ce moment-là, t'as vraiment une petite trompette qui fait ti comme ça. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. C'est genre, au cas où vous aviez pas remarqué qu'il se faisait frapper, on va rajouter un petit... T'imagines tous les mecs dans le studio d'enregistrement, c'est... En fait, il y a un niveau de goût et de classe qui est assez faible. Voilà, c'est ça. Et c'est marrant parce que j'ai revu des scènes de French Connection après pour comparer les scènes de course-poursuite de ce film et French Connection. Et je suis là, ah ouais, il y a quand même des gens qui ont du style et puis il y a quand même des gens qui ont un peu moins de style, quoi. Oui, de toute façon, en fait, mais... il y a aussi des décennies qui ont du style et des décennies qui ont un peu moins de style parce que L'Arme fatale, c'est né à la fin des années 80, qui est quand même, enfin, je pense que c'est la mort de toute classe, de toute façon. Tu as mentionné le terme buddy comedy plusieurs fois. Une buddy comedy, c'est une comédie autour de 2 personnages qui sont associés et un duo, en fait, un peu comme nous, sauf qu'ils n'ont rien en commun, mais qu'en fait, la vie va les réunir. Et ce qui est marrant, c'est justement cette rencontre et cette alliance de 2 personnages que tout oppose. Et il y a un sous-genre qui est la cop buddy comedy, qui est vraiment un sous-genre qui est né dans les années 80. Il y avait eu Miami Vice, par exemple, avant, mais c'est vrai que L'Arme fatale, c'est vraiment considéré comme un peu une œuvre séminale dans le genre de la cop buddy comedy. Et il y a presque toujours les mêmes éléments dans ces films
Parce qu'en fait, c'est des éléments qui après ont été copiés et repris. C'est souvent un duo, donc il y en a un qui est un fou furieux et l'autre qui est beaucoup plus calme, posé et un peu propre sur lui. Et plus, c'est 2 flics, mais il y en a un qui est dans l'action et qui est prêt à prendre des risques et qui est prêt à risquer sa vie. Et l'autre qui est un peu père de famille en général, plus rangé. Donc bon, c'est vraiment le schéma de L'Arme fatale, qui après a été imité plein de fois et souvent... True Détective, par exemple. C'est ça, grosse exactement. Buddy comédie. Un peu moins comédie, mais un peu buddy. Il y a des moments où c'est un peu comédie. Ouais. En tout cas, ce schéma de oui. couple mal assorti, très clairement. En général, dans les films policiers, c'est très, très repris. Et souvent, surtout dans les années 80, c'est aussi un schéma où il y en a un qui est blanc et l'autre qui est noir. Et le plus souvent, celui qui est blanc, c'est le mec un peu maverick, très viril et masculin, qui a beaucoup de talent avec les armes à feu, de talent. Enfin, c'est vraiment une virilité un peu exacerbée. C'est l'époque Reagan, hein, donc le conservatisme américain, et c'est vraiment très présent là-dedans. Tandis que le personnage noir, là, c'est très clair avec Murtaugh, c'est un personnage noir qui est inoffensif et qui est bien rangé parce qu'il faut surtout pas effrayer à l'époque le public blanc. Enfin, c'est comme ça qu'Hollywood le voyait. Hein. Ça permet d'attirer un public noir pour voir ses films, tout en n'effrayant pas le public blanc habituel. Il y a un chercheur qui s'appelle Ed Guerrero qui a écrit sur le sujet dans les années 90, en 93, et il appelle ça en fait la protective custody. Et donc, c'est la garde protectrice, c'est-à-dire que le personnage noir n'a le droit d'exister que sous la garde du personnage blanc. C'est-à-dire qu'il est là avec lui et c'est pour ça que ça devient autorisé d'avoir ce personnage-là dans le film. Et là, c'est très clair quand même dans L'Arme fatale, et c'est un truc qui après a mené à beaucoup d'imitations dans le genre des cop buddy comedy. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans celles qui ont eu des formules où justement il n'y avait pas ce truc blanc-noir, il y avait plus par exemple Rush Hour ou Bad Boys. Et ça, il y a quand même cette dualité entre celui qui est plus rangé et un peu plus raisonnable et celui qui est complètement fou, quoi. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un genre qui a une filiation assez forte avec la rom-com aussi, parce que quand tu veux créer justement de la tension avec un duo, ça marche très bien aussi pour créer de la tension romantique. Et d'ailleurs, The African Queen avec Katharine Hepburn était considérée comme une des premières buddy comédies. Et c'est aussi une romance, mais en fait, c'est vraiment ces 2 personnages qui sont mal assortis, qui sont obligés de coopérer ensemble. Et c'est vrai que ça peut créer des étincelles à la fois dans le genre romantique et aussi dans le genre de l'action. Donc c'est marrant de voir l'affiliation entre les deux. Bon, t'as tout de suite saisi la dynamique qui était très claire dans ce film. Ok, donc il y en a un qui est un peu square et un autre qui est genre vachement plus cool. Donc le blanc casse-cou et complètement fou, c'est Martin Riggs qui est joué par Mel Gibson. Tu le décrirais comment ? C'est un danger public. Oui. Par tous les aspects, y compris donc l'aspect capillaire. Il est un peu pénible en fait. Il est charmant, certes. Je reconnais qu'il est charmant parce que Mel Gibson avait du charme. L'imparfait étant crucial ici. C'est marrant parce que moi, je pense que, ayant vu que ce film-là, je me dis pas forcément il est fou en le voyant. Je me dis juste, il est irrespectueux. Oui, il est chiant, quoi. Et c'est un peu le grand enfant, c'est-à-dire qu'il débarque, on voit qu'il passe tout son temps chez la famille, justement, de Murtaugh, et que lui, c'est un peu un ado, quoi, qu'il vient faire sa lessive chez eux. Donc, il y a ce côté, en fait, homme totalement déresponsabilisé, qui est présenté comme un truc hyper charmant parce que, du coup, c'est le maverick qui ne respecte pas les règles, qui fait ce qu'il veut, et qui est libre de toute influence. C'est une version un petit peu édulcorée de ce qu'il était au début, parce qu'au début, c'est donc un veuf qui est traumatisé par la mort de sa femme et qui est aussi traumatisé parce que c'est un vétéran du Vietnam. Et donc, il est vraiment timbré. Enfin, quand tu le rencontres, tu sais qu'il est, il a la psy qu'on voit là plusieurs fois qui veut parler à Murtaugh parce qu'il est un peu perturbé par sa retraite. À chaque fois, elle essaie de lui parler parce qu'elle dit, ils veulent même le retirer du terrain parce qu'ils pensent qu'il est trop dangereux et tout ça. Enfin, c'est vraiment un danger public. Et en fait, il va être vachement adouci justement par son partenariat avec Murtaugh et il va retrouver à travers Murtaugh une famille et une appartenance. Donc, il y a aussi ce truc qui est assez émouvant dans leur relation et qui fait que là, forcément, tu as une version un peu différente où il joue sur d'autres ressorts, quoi. Ouais. Bon. Je t'avais avoué avoir eu un crush sur Mel Gibson dans ses films, que j'ai regardé à peu près toute mon enfance. Tu as eu du mal à comprendre pourquoi. Du coup, t'étais attirée par le mulet. J'étais juste attirée par la personnalité de Mel Gibson dans ses films, quoi.
Parce qu'il a un côté un peu maverick, quoi, justement. Ouais. C'est ça que tu trouves sexy ? De quoi ? J'ai pas vu. Là, Anaïs met pause pour me montrer. Et rembobiner. Et ça valait le coup. Les cheveux au vent. Moi, un mec qui bouffe des biscuits pour chien, ça m'attire pas. Bah, surtout, je peux pas l'embrasser jamais, quoi. Non. En plus, la couette, ça commence à faire beaucoup quand même dans la colonne contre. J'avoue. Oui, parce qu'il bouffe aussi des biscuits pour chiens, plutôt que de fumer. Oui, pour essayer de se sevrer de la cigarette. Je sais pas si c'est une méthode très efficace. On l'a entendu, il y a une petite focalisation capillaire autour de Rix qui, il est vrai, a un mulet. Il a une coupe de son temps, quoi. Ouais, il a une Tony Vérel, pour ceux qui saisiront la référence au football français. Non mais, meuf, tu peux faire mieux qu'un mec qui a un man bun. Non, bon non, il est hot, quand même. Oui, bon, sa coiffure, c'est... Get over sa coiffure. Je peux pas, Marie. C'est tout ce que je vois. Ouais, franchement, c'est dur à ignorer. Hein. Oui. Surtout qu'il est souvent pris dans des explosions, des trucs, des courses-poursuites, donc il est souvent décoiffé. Donc c'est encore pire, c'est vraiment... Le pire, c'est quand il est mouillé à un moment et tu vois vraiment la délimitation, enfin, tu vois le dégradé, quoi. Tu vois, c'est assez horrible. Mais même quand il les attache, parce que parfois il se fait des petites couettes, et donc c'est vraiment perturbant parce que devant, il a vraiment une coupe de cheveux normale, et derrière, il a la couette. C'est le principe du mulet. Ouais, et ça va pas. Ça va pas du tout. Parlons de Mel Gibson, qui joue très bien ce rôle, moi, je trouve. Enfin, après, moi, je suis très attachée à ses films. Et qui joue très bien la folie. Il y a des moments, en fait, où il regarde et tu te dis vraiment, ce mec est starbé. Il joue très bien dans les premiers films aussi. Et bon, vu ce qu'on sait de lui plus tard, Mel Gibson qui est connu donc pour ses sorties antisémites ou des choses comme ça, mais pas que. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui a vraiment eu des moments de pétage de plomb. Oui, des accès de colère et agression, il me semble. Voilà. Donc, clairement, c'est quelqu'un qui ne va pas très bien au niveau de sa santé mentale par moment. C'est toujours quelque chose qu'on a senti dans ses personnages, c'est qu'il avait vraiment une capacité à faire passer le fait que c'est le genre de... Son personnage, tu sens qu'il peut péter un câble à tout moment et vriller complètement. Alors que tous les acteurs n'ont pas cette capacité, je trouve. Ouais. Et donc, l'autre personnage, c'est Murtaugh, qui est joué par Danny Glover. Tu le décrirais comment, lui ? Au début, je l'ai trouvé très agaçant. Et puis, plus le film progresse, plus il est quand même très attachant parce que c'est la voix de la raison, parce que il est un petit peu plus... il a une lutte interne, en fait, que justement, moi, que j'ai pas du tout saisi chez l'autre personnage. Lui, pour le coup, le film démarre, il est sur le point de prendre sa retraite et on sent qu'il est très préoccupé par son âge, son obsolescence et en même temps, le fait qu'il aime son métier, sa... loyauté envers sa famille versus sa loyauté envers sa profession. Donc ça, je trouve que ça en fait un personnage qui est complexe et qui est assez intéressant. Ce qui est perturbant et je pense qui m'a beaucoup agacée au début et fait de la peine un peu à plusieurs moments du film, c'est qu'il a des traits qui peuvent être assez crispants. Et ça rejoint ce que tu disais sur l'opposition entre le personnage noir et le personnage blanc, c'est-à-dire qu'il est émasculé par le film. Et c'est aussi une tendance très claire du cinéma de l'époque et du cinéma depuis des décennies, d'émasculer les personnages noirs pour, comme tu le disais, qu'ils ne soient pas trop menaçants pour un public blanc. Et ça passe souvent par le fait de leur faire porter des robes, par exemple, ou de les travestir. C'est un truc qui a été étudié sur le fait qu'il y a énormément d'acteurs noirs qui se retrouvaient à porter des robes dans les films. Là, il porte un corset, une gaine au début du film et tout de suite, on lui fait une remarque. Ah, tu portes les affaires de ta femme. Il y a plein de moments, en fait, où il est mis dans une position qui peut être assimilée à une position féminine. Il est agressé sexuellement aussi à plusieurs reprises par la meuf qui conduit le camion, là. Et tout ça, c'est utilisé à des fins comiques. Mais du coup, ça, c'est un petit peu perturbant quand on le voit aujourd'hui, parce que c'est un truc qui est en filigrane, qui est pas non plus hyper appuyé, mais on se moque beaucoup de lui pour justement sa servilité, sa docilité par rapport à Riggs, qui l'est pas du tout, et son absence de masculinité, ou en tout cas une masculinité qui est, comme tu disais, très gardée en fait, très contrôlée. Le fait qu'il n'arrive pas à donner les mêmes coups de pied et que c'est un très bon père de famille, mais voilà qui est totalement désexué par rapport au personnage de Mel Gibson qui lui est sursexué dans le film.
Ça en fait un personnage qui était un petit peu difficile à appréhender pour moi au tout début parce que je me disais mais il fait quoi à part dire hey Riggs, tu vois, et d'être totalement dans une position d'infériorité par rapport à son partenaire. Et après forcément plus le film se développe et plus je comprends qu'il y a une dynamique sans doute qui a été mieux établie depuis le début, moins ça me dérangeait, mais maintenant je l'aime bien. Mais au début j'étais un peu perturbée par tout ça. Non, je peux comprendre, ouais. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des dynamiques qui sont très claires dans ces films, qui existent totalement dans les 2 premiers aussi, mais où, comme il est moins proche de la retraite et tout ça, tu vois aussi ce qu'il apporte plus. Enfin, parce qu'il n'est pas dans ce rapport aussi de perdre un peu ses moyens, d'hésitation, de choses comme ça. Il est plus dans un truc où il est cadré, il a plus un côté peut-être... il est plus dans l'enquête un peu bureaucratique ou des choses comme ça, mais il est moins casse-cou que l'autre, ça c'est sûr. Mais bon, il y a quand même des scènes, c'est vrai, il y a une allusion à ça dans ce film. Il y a une scène, je crois que c'est dans le 2, où il se retrouve avec une bombe sous ses toilettes alors qu'il est en train de faire caca, quoi. Ouais. Et il est sur ses toilettes en train de lire, tranquille. Et c'est vrai que c'est une scène culte et c'est très drôle. Enfin, c'est hyper bien fait et tout ça. Et du coup, il y a Riggs qui arrive et ils ont un moment un peu d'intimité. Mais en même temps, il est mis dans une situation où déjà, il est sauvé par Riggs, encore une fois, et où c'est une situation qui est humiliante, qui est comique aussi, mais qui est quand même humiliante, quoi. Ouais. Et Riggs, il se retrouve pas dans ces situations-là, en général. Oui, beaucoup plus héroïque. En fait, il subit pas la comédie, c'est lui qui est à l'origine de la comédie, quoi. Ouais. Oui, c'est alors pas trop la même chose. Ouais, non, complètement. Et là, la comédie... Quand le film démarre, et je comprends que du coup, quand on le prend en cours de route, parce qu'on a vu les 2 précédents, ça fait pas le même effet, mais le film démarre sur cette dynamique où ce qui est drôle, c'est le fait que Murtaugh est très peureux. Enfin, ou qu'il est raisonnable, en l'occurrence. Il est raisonnable, mais il est pas montré comme raisonnable, il est vraiment montré comme peureux, et parce que Riggs est en train de se moquer de lui, et on voit aussi que Riggs, lui, est totalement casse-cou et inconscient, mais il y a vraiment beaucoup de moments dans le film où il est, il a peur de la psy, il se cache à 4 pattes, enfin, c'est des moments où très clairement, et en plus, on va en reparler des rôles des femmes, mais il est placé, là, dans cette scène où il est à 4 pattes, physiquement, littéralement en dessous de la femme qui est en plus considérée comme la plus relou du bureau. Et il y a plein de moments comme ça où, c'est un peu émasculant. Oui. T'as eu un reproche, un vrai reproche pendant ce film. On va l'entendre. Ils ont tous les mêmes menaces dans tous ces films. T'auras qu'à penser à des nouvelles menaces. Tu veux pas faire ça pour le coup? Ouais, grave. Alors oui, tu trouvais que leurs menaces n'étaient pas assez convaincantes? Non, c'est pas qu'elles sont pas assez convaincantes, c'est que là, il dit, si tu te retires du deal ou un truc comme ça, il y a que ton dentiste qui pourra identifier ton cadavre. C'est une très bonne menace, mais c'est juste que c'est un truc qu'on a entendu maintenant dans beaucoup de drames qui impliquent des gangsters, en fait. On s'est dit du coup que ce serait marrant, comme vous l'avez entendu, que tu essaies de me menacer avec tes créations les plus originales. Je savais pas que je devais te menacer toi, du coup c'est hyper dur. Ah bon, menace, c'est hyper méchant. Menace les auditeurs, là, je ne sais pas. Non mais c'est beaucoup de pression, hein. Je ne suis pas scénariste, donc je dis pas que je pourrais forcément faire mieux, mais je vous encourage, si vous êtes scénariste, à faire mieux. Vas-y, menace-moi. Quand j'en aurai fini avec toi, tu ressembleras à une peinture cubiste. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te crever les yeux avec une vieille brosse à chiottes. Oh. Si tu ne m'écoutes pas, je vais t'arracher les cils un à un. Ah non. Je vais te noyer dans du yaourt frelaté. Oh. Je te ferai boire de la purée de tampons usagés. Oh, c'est dégueulasse. T'es malade, toi. Fais ce que je te dis, sinon je vais mettre de l'acide sulfurique dans les suppositoires de tes gosses. Ah, mais c'est horrible. Ça va pas la tête ou quoi? Je vais prendre tes parties génitales et je vais en faire du pâté en croûte. Ah, c'est là où on découvre les personnes d'un coup. T'es là, waouh, on est amis depuis tant d'années. Ouais, tu voulais des menaces ou tu voulais pas des menaces? Non, et puis sinon, on peut faire simple, hein. Je vais pisser dans ta soupe. Ok. Ou tester et approuver, ma préférée, je vais te chier sur le torse. Ah, ok. Bravo. Magnifique. C'était dégueulasse. Voilà. Il faut parler rapidement des personnages secondaires. Oui, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Donc, on peut juste faire les personnages et après, vous verrez, le podcast sera fini. C'est ça. Il y a Joe Pesci, qui joue Joe Pesci. C'est ça. Il joue Léo Getz, mais qui est Joe Pesci. $10 for a fucking ass. Joe Pesci, il sait vraiment faire qu'un seul truc. Mais il fait bien. Oui.
Après, il t'a beaucoup fait rire. Oui. Et dans les enregistrements, tu étais morte de rire. C'est vrai ? Ouais. Non, mais j'ai été un peu injuste. En fait, c'est Joe Pesci qui joue Joe Pesci avec les cheveux teints. Oui, c'est ça. Un vrai rôle de composition. Oui. Bon, Joe Pesci qui en fait apparaît dès le premier et qui était un indique et qui après les suivait partout. C'était franchement dans le premier c'est très drôle. Et là à la base il devait pas être dans ce film. Dans le premier scénario il devait pas y être. D'ailleurs dans le premier scénario, la première version, Lorna Cole, dont on va parler juste après, ne devait pas être une femme, ça devait être un homme. Et par contre, Riggs devait avoir une aventure, une liaison avec la fille de Murtaugh, ce qui aurait été horrible. Elle a 19 ans et tout ça. Enfin bon, ça aurait été atroce. Ouais. Donc tout ça, ça a été changé. Et surtout, c'est Richard Donner donc, qui a changé tout ça, le réalisateur, qui était le réalisateur des 2 premiers aussi, qui a un peu veillé au grain du coup, et qui a aussi dit il faut que le personnage de Joe Pesci revienne. Et il avait raison, parce que franchement, les scènes avec lui sont toujours marrantes, quoi. Enfin, il est épuisant, mais il est marrant quand même. En fait, pour moi, c'est vraiment son personnage à lui qui permet vraiment de faire basculer, j'ai dit 2 fois vraiment. Mais parce que vraiment. Voilà, parce que vraiment, qui permet de faire basculer le film dans la comédie pour de bon. Je pense que si tu l'enlèves lui, on est vraiment le cul entre 2 chaises où c'est un film policier avec des réparties humoristiques. Et lui, en fait, comme il est over the top, il en fait des caisses, son personnage est uniquement là pour nous faire rire. C'est vraiment grâce à lui qu'on a cet aspect comique, je trouve, qui est bien développé. Et je pense que la scène qui m'a le plus fait rire, c'est à l'hôpital. Et c'est la Dum Dum Wound. C'est très bien écrit, mais c'est aussi la manière dont eux 3 le jouent. I think you should rest up, Leo. A Dum Dum Wound can be very serious. What's a Dum Dum Wound? You don't know? Yeah. Guy in the force got his thumb shot off by a Dum Dum. From the shock, he was dead 2 days later. Dead 2 days later? He died from Dum Dums? All right, well, we'll keep you overnight. We'll keep take it slow. 2 days? All right, we'll keep him 2 days. He'll be here 2 days. Is that Leo's chart? We'll keep you 2 days, then you'll be out of here. With these guys, though. Hi, Leo. Riggs! Yeah. Does this look like a Dum Dum wound? Yeah, it sounded like one when it happened. Oh, shit. Take it easy, 2 days. All right, 2 days, and you'll be out. No problem. All right. Okay? Sur la blessure de débile, en fait. Oui, parce qu'en fait, il s'est bien fait tirer dans le bras pendant une scène lors d'un match de hockey où ils sont en train de poursuivre le grand méchant. Et en fait, ils lui disent c'est une blessure de neuneu, mais il y en a qui sont morts de blessures de neuneu. Donc, ils lui font hyper peur, mais c'est pour le bloquer à l'hôpital pendant 2 jours parce qu'ils en peuvent plus de lui, parce qu'ils veulent se débarrasser de lui et qu'il soit pas dans leurs pattes. Et donc, ils parviennent à convaincre le docteur de le garder plus longtemps. Et lui, qu'il a besoin de rester plus longtemps à l'hôpital, quoi. Oui, il y a un moment aussi où il crève ses pneus pour surtout pas qu'il les accompagne pendant la course-poursuite. Et donc, ces moments-là, c'est vrai que je les trouve vraiment savoureux. Non, ça fonctionne toujours très bien. Et puis bon, il est drôle, Joe Pesci. Oui, c'est ça. Voilà, il était né pour faire ça, quoi. C'est clair. J'imagine sortir de... C'est clair. Ah, il devait être exactement pareil, en plus petit. Et l'autre personnage secondaire, c'est Lorna Cole, donc, qui est jouée par René Russo. Comment tu la décrirais ? René Russo est très très belle. Donc c'est un peu le premier truc que tu vois, c'est que c'est le genre de personnage féminin auquel tu t'attends. Tu comprends tout de suite qu'elle va avoir une intrigue romantique avec Mel Gibson parce qu'elle est canon. Fun fact, elle est mariée avec Dan Gilroy qui a fait Night Call et plein d'autres films de thriller, mais qui lui a permis de revenir sur scène, on va dire, il y a quelques années. Elle est vraiment écrite comme un personnage masculin qui ensuite a été transformé en personnage féminin, c'est-à-dire que elle est très attirante pour nous et pour Riggs parce que elle sait se battre. En même temps, elle est méga canon. Elle est très intelligente, elle est rigoureuse dans son travail, très professionnelle, mais elle a ce petit grain de folie qui fait que quand on la cherche et qu'elle est face à un suspect, elle va vraiment leur coller une raclée et elle est spécialiste en arts martiaux. Et donc, c'est très, très impressionnant pour les 2 partenaires qu'elle sache aussi bien, voire mieux, se battre qu'un homme. À un moment, ils sont attaqués par 5 mecs et Riggs l'a déjà vu à l'œuvre. Il l'a déjà vu se battre, donc il sait de quoi elle est capable. Murtaugh, pas encore. Et Murtaugh dit il faut aller l'aider. Et Riggs est là. Non, laisse-la faire, tu vas voir, c'est incroyable. Et j'aime beaucoup cette scène, c'est vraiment très drôle quand même. Le côté, en plus, le fait qu'il soit à fond sur elle et qu'il soit en train de dire non mais regarde, qu'est-ce qu'elle est douée, quoi. C'est assez savoureux. Morning, gentlemen. LAPD got a few questions. C'est vrai que c'est un peu symptomatique de ces films en général, c'est-à-dire que les femmes, soit c'est des potiches ou des secrétaires dans ces films, soit c'est des femmes qui ont des attributs masculins.
Et en fait, c'est comme ça qu'elles deviennent admirables. C'est en étant des badass qui ne montrent aucune émotion, qui ont grandi, elle a grandi avec 4 frères. Et c'est un truc où, du coup, c'est ça qui la rend attirante. C'est la cool girl aussi, hein. C'est un truc dont on a déjà parlé dans ce podcast, mais c'est la meuf qui va s'aligner des bières et des pizzas et se battre comme un mec, mais qui en même temps a un physique de top modèle, quoi. Donc, et ouais, pendant le visionnage, tu as dit qu'il fallait qu'on en parle. Il y a des choses à dire. Hein. Sur quoi ? Sur les femmes dans ce film. Tu l'as dit, en fait, c'est son personnage à elle souligne tout le sexisme un peu latent qu'il peut y avoir dans le film et dont on a aussi parlé avec Murtaugh, puisque en fait ses principales faiblesses sont des attributs qui sont plutôt féminins pour le coup, ou en tout cas les principales raisons de se moquer de lui sont le fait qu'il a des attributs féminins. Et elle, non seulement elle n'est admirable que parce qu'elle a ses qualités masculines associées à un physique de top modèle, mais il y a aussi les autres. C'est vrai que il y a la famille de Murtaugh, donc là pour le coup la femme qui est vraiment l'épouse, c'est vraiment son rôle, quoi. Après, il y a des petits trucs quand même sur la famille de Murtaugh, parce que par exemple, l'une de ses filles, à un moment, a un t-shirt pro-choice, qui veut dire pro-choix, donc pour l'avortement. Déjà, dans un film dans les années 90 aux États-Unis, c'est quand même assez fort. Et j'ai lu, en fait, Richard Donner est un activiste pour l'avortement, et du coup il a mis plein, et il est un activiste aussi des droits des animaux, et du coup quand on observe le film, il y a plein de moments où il y a des stickers ou des choses comme ça qui sont en soutien à ces causes, quoi. Oui, c'est un peu le Michael Bay de gauche. Voilà, c'est ça. Mais si on observe les personnages féminins dans ce film, on a la meuf badass trop bonne, on a l'épouse qui est uniquement là pour être une épouse et pour être en soutien, et qui, même quand son mari finalement ne prend pas sa retraite, elle l'aime quand même toujours, et voilà, et elle le soutiendra quoi qu'il arrive. Et on a donc ce personnage de... C'est quoi, c'est une postière ? Non, c'est une conductrice de camion de banque. Donc une femme qui se retrouve mêlée à une intervention avec Murtaugh qui est sur le siège passager pendant qu'elle conduit. Il est donc dépendant d'elle pendant l'intervention. Elle l'agresse, donc elle pose sa main sur sa cuisse et la glisse vers son entrejambe. Et après, elle développe un crush sur lui. Donc déjà, elle l'embrasse aussi de force en sortant du camion. Et ensuite, elle vient lui rendre visite au bureau. Elle essaye de le trouver partout avec des fleurs et une boîte de chocolat. Et clairement, il se cache, donc vraiment, il est terrifié par cette femme. Et on a aussi la psy qui, la première fois que moi je la découvre, donc j'imagine qu'elle était déjà dans les films précédents, mais elle est en train de se moucher, de renifler, donc elle a un côté pathétique tout de suite, et elle est un peu casse-couille, vraiment, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps là à leur dire « mais il faut venir parler », et ils sont là « non, c'est bon, on n'a pas besoin de ça », et ils l'évitent à toutes les occasions, donc c'est vraiment parler de ses émotions ou de ses traumatismes, c'est vraiment un truc pour les nazes, quoi. Faites comme Lorna Cole qui, elle, botte des culs à tout le monde. Et en fait, c'est marrant parce que je pense, comme en plus on fait une série là de films sur les années 90, je me place dans la Anaïs enfant. Et je me dis, ça éclaire tellement de choses sur... J'ai pas vu ce film à l'époque, mais j'imagine en fait être enfant dans les années 90 et voir un film comme ça et voir quelles sont mes options d'identification dans un film comme ça. Et ça en dit long en fait sur... Je pense que c'est le cas pour toute notre génération, mais évidemment, il y a eu plein d'exceptions. Et il y a eu Titanic, par exemple, et Rose. Mais c'est vrai que là, c'est un cas d'école un peu des options que t'as pour te dire, si je veux devenir cool, en fait, en tant que fille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois. Oui, c'est vrai. Après, pour le coup, moi, j'avais beaucoup plus envie de m'identifier avec Lorna Cole qu'avec Rose dans Titanic, honnêtement. C'était, aujourd'hui, je peux totalement... je vois exactement que c'est un récit d'émancipation et qui est hyper centré sur, justement, l'héroïne et tout ça dans Titanic. Mais pour le coup, dans ce film-là, j'aimais bien, moi, Lorna Cole, parce que j'aimais bien le côté... C'est devenu un trope très fatigant, le côté meuf badass, sans aucune émotion et tout ça. Mais quand j'étais petite, c'était quand même marrant de voir une meuf qui sait se battre, dont ils sont admiratifs aussi. Enfin, il y avait un côté, évidemment, c'est caricatural, et évidemment, au final, je vois très bien le côté, elle a des attributs masculins, c'est ça qui la rend admirable. Mais à l'époque, je trouvais ça très très cool, justement en me remettant dans la peau de la Marie d'alors, d'avoir un personnage féminin qui peut leur tenir tête, peut tous les rétamer, et qu'ils admirent pour ça, quoi.
c'était quand même cool de voir ça, en fait. D'avoir une meuf qui était dans un milieu masculin et qui pouvait évoluer dans ce milieu de façon admirable et être respectée. Et bien sûr, en adoptant les codes de ce milieu-là, mais tout en restant attirante et tout ça. Et donc, je vois tous les défauts de ce cliché aujourd'hui, mais à l'époque, honnêtement, je pense qu'au contraire, je voyais pas ça comme un problème d'avoir ça comme modèle au ciné, quoi. Mais je pense pas que ça le soit non plus. Enfin, pour moi, c'est plus... c'est pas le fait qu'elle soit badass, c'est tout ce qu'il y a autour ou en opposition. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit badass... mais qu'on l'autorise à être... Enfin, maintenant, on le sait, on le dit avec nos analyses aussi d'adultes, mais on l'autorise à être badass que parce qu'elle est méga sexy. Si elle était, tu vois, qu'elle se pointait et que c'était pas René Russo, etc., et qu'elle se comportait comme ça, Mel Gibson n'aurait pas envie de la sauter, en fait. Et pour moi, là, c'est plus en voyant le film où je la voyais, elle, en opposition à tous les autres personnages féminins du film. Et c'est ça qui me faisait de la peine. C'est que je me disais, en fait, si tu veux exister, justement, dans ce film et au regard de ces hommes, etc., et être digne d'admiration et de développement scénaristique, tu dois être dans cette case-là. Et c'est vrai que c'est à la fois très très cool. Franchement, elle est hyper stylée. Et en plus, René Russo est une bonne actrice. Enfin, c'est pas un personnage que je trouve offensant du tout, ou réducteur. Mais c'est vrai que ça souligne plus l'absence de possibilités, je pense, qui s'offraient à nous dans la diversité des personnages féminins qu'on pouvait avoir à l'époque. Surtout dans les films d'action, quoi. Ouais. Bon, évidemment, Lorna et Riggs, ils vont faire crac-crac. Évidemment. Ils vont entamer une liaison. Tu l'as tout de suite compris, hein, quand tu l'as vu débarquer. Let me guess, you're special. Bah, évidemment, mais... Mais leur scène de flirt... Même toi, tu l'as reconnu. Mais pourquoi même Non, mais parce que t'es un petit peu... Enfin, c'est normal, t'es critique de ce film en général. Et là, t'as été un peu admiratif de cette scène quand elle s'est déroulée. Moi, j'ai aucune critique à formuler sur la liaison entre Riggs et Lorna. Je trouve que c'est sans doute un des aspects les plus plaisants du film. Oui, bah, oui. Et en vrai, je comprends pourquoi aussi tu aimes ce film, parce que pour moi, cet aspect-là, il est très réussi. Et je sais que t'es sensible à ce genre de dynamique, tu vois. Et il y a des films qui le font vraiment pas bien. Celui-là le fait très bien. C'est vrai que j'aime bien leur histoire et cette scène est très très cool. En fait, ils flirtent, ils se retrouvent chez lui après une scène d'action où ils étaient tous les deux en train de se battre. Elle lui soigne une blessure et ils commencent à se montrer leur cicatrice mutuelle tout en se dévêtissant. Donc ça marche très très bien, on va l'entendre. Oh, hey. Yeah, and it goes all the way through to the top. Right through. You're lucky. Was it 22? It's a 38, right? That's a 38? It's a 38? That's got windy 30. Now this is a 38. Yours is bigger than mine? I think so. I don't think so. Maybe. But look, watch. A whole family of 44 on the back. Yeah. But there they are. That's impressive. One coming through, got one got stuck in my lung. C'est une bonne scène de flirt. Yeah. Okay. You got one? Mm-hmm. Yeah, right down here. Oh. Ouh, je regarde toutes mes blessures. Riggs, if you were that close, I'd be dead. I can beat it. I'll take your word for it. Alors là, c'est quand je suis tombée de mon vélo à 8 ans. Ce serait ouais, non, mais c'est très inventif. Enfin, tu vois, par rapport à justement la menace avec on va retrouver que tes dents. Bah là, pour le coup, c'est une scène sur un truc qui est hyper balisé. Ouais. Là, ils arrivent à en faire quelque chose qui fait des étincelles. En plus, les deux acteurs ont une très bonne alchimie. C'est vraiment une scène où le film prend totalement vie. Bon, c'est vrai que l'intrigue générale, on s'en tape un peu. Ça tourne autour du trafic de drogue et d'armes, autour d'un ancien flic ripou. D'ailleurs, à chaque fois, je suis là, arrêtez-le, en fait. C'est clair. Le mec, il s'affiche partout après avoir tué des gens. Il rentre dans un commissariat et tue quelqu'un. Et après, il va à un match de hockey, quoi, au premier rang. C'est vrai. Et il n'est pas interpellé par tous les policiers de la ville. C'est vrai, ça. Enfin, il y a un côté un peu absurde. Mais bon, cette intrigue, il y a un moment qui est très intéressant de notre point de vue à nous aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une scène de fusillade, parce que c'est vrai qu'ils sont poursuivis par les scènes de crime, où qu'ils aillent, le crime les suit. Il y a un moment où ils sont en train de préparer un burger et tout ça. Et là, il y a une scène de deal qui se passe juste à côté. Riggs commence à intervenir. Donc, il y a une fusillade qui se déclenche. Et pendant la fusillade, il y a un jeune qui sort avec une mitraillette et Murtaugh lui tire dessus et le tue. Ce jeune, il se trouve que c'était un ami de son fils qu'on avait déjà vu. Enfin, il y avait une scène qui l'avait un peu établi, cette relation, un peu plus tôt dans le film. C'est un vieil ami de son fils qu'il connaît depuis tout petit, mais qui a mal tourné
tourné et qui est devenu donc trafiquant de drogue et tout. Donc Murtaugh est dévoré ensuite par la culpabilité d'avoir tué un ami de son fils, d'avoir tué un gamin, quoi. T'as pensé quoi de cette intrigue ? Tout ce qui sort de la buddy comédie ou de la romance est assez peu creusé. Et je trouve ça dommage parce que les méchants, on ne sait pas qui c'est ni quelles sont leurs motivations, vraiment. Enfin, et du coup, toutes les scènes d'action à la fin perdent beaucoup d'intérêt à cause de ça. Et là, cette scène, honnêtement, moi, en regardant, j'avais même pas compris. Bon, après, on sait que souvent, je regarde, je sais pas, mes yeux sont fermés tout en étant ouverts. Mais j'avais même pas forcément capté que c'était le pote du fils de Murtaugh. Mais sur la culpabilité, enfin, moi, ce que je trouve intéressant en le voyant aujourd'hui, le film, il est sorti juste après les émeutes autour de Rodney King. Donc, c'était un jeune noir à Los Angeles qui a été tabassé par la police. La vidéo est sortie et il y a eu plusieurs semaines d'émeutes qui ont suivi. Il y a eu un procès très médiatisé après où les accusés, les policiers ont été acquittés parce que le juré était en grande majorité blanc. Donc ça a vraiment souligné les tensions raciales autour de la police et la violence policière à l'époque et tout ça. Et là, on sent que le film essaie un peu... Le film qui apprenait un peu des points de vue politiques par moments. C'est-à-dire que le deuxième film, c'était sur les méchants, les grands méchants, c'était des blancs d'Afrique du Sud qui étaient pro-apartheid. Et à la fin, t'as un grand moment où Murtaugh flingue l'un d'entre eux en lui disant... Enfin, dans un moment un peu héroïque où il leur dit d'aller se faire voir, quoi. Et en fait, là, on sent qu'ils essaient d'avoir un petit discours un peu sur le côté Murtaugh, c'est un flic noir et il est tiraillé par justement la violence. Mais je trouve ça hyper maladroit, en fait. Enfin, surtout avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il va aux funérailles du jeune après devant la famille, c'est vrai que il se prend une baffe et t'es là, va pas aux funérailles du petit que t'as tué, quoi. Enfin, c'est juste... Et surtout, en fait, quand il exprime sa culpabilité auprès de Riggs, à chaque fois, Riggs lui dit non, mais t'avais pas le choix, alors que c'est lui qui a déclenché le truc. C'était un tueur. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que même quand Murtaugh en parle à son fils, et donc son fils sait que son père a tué un de ses potes, tout ça, son fils lui dit, mais je t'en veux pas à toi, je lui en veux à lui, parce que, sous-entendu, il a mal tourné et il aurait pas dû se retrouver dans ce genre de situation. Ouais. Et bon, c'est faire preuve d'une capacité émotionnelle de pardon assez incroyable pour un gamin de son âge. Mais c'est aussi un petit peu bizarre parce que ça, plus le discours de Riggs, effectivement, c'est, en gros, et même il des avait parents un peu de la victime lui-même, du jeune, qui lui disent après lui avoir foutu une baffe lors des funérailles, le père dit tout ce qu'on veut, c'est trouver ces salopards qui ont mis ce flingue dans ses mains. Tu vois. Oui, voilà. Et donc en fait, lui, Murtaugh est encore totalement déresponsabilisé de quelque chose qui est quand même, tuer un suspect, quoi. Et on nous fait un peu comprendre qu'il l'avait un petit peu cherché, qu'il avait qu'à pas se retrouver là, il était déscolarisé et que donc il a mal tourné et que vraiment le problème c'est pas qu'il a été tué, c'est que il a fait des choix de vie qui ont fait qu'il a été tué. C'est un petit peu bizarre. En fait, je pense que ce qu'ils disent, c'est que le problème c'est pas la police et la violence de la police, c'est la violence des criminels et des gangs et la violence du crime en général, quoi. Et donc le criminel en question qui est le grand méchant, c'est un ancien policier qui est blanc et tout ça, donc on sent qu'ils essaient de pas tomber justement dans une caricature peut-être, mais en fait en même temps ils enlèvent totalement toute responsabilité de Murtaugh, mais par extension, et de Riggs, mais par extension de la police en elle-même sur ce genre de violence, quoi. Et ça, c'est le problème de tout le film, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est l'exemple le plus exacerbé de ce qu'ils font pendant tout le film. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à battre. On dirait qu'il n'y a aucune règle qui ne s'applique à eux. Ils peuvent tabasser qui ils veulent et tuer qui ils veulent. Jamais ils vont être inquiétés. Enfin, mais ils tuent les gens comme ça, hein. Bah ouais, c'était les années 90. C'est... Que fait l'IGPN, en fait? Elle se tape Mel Gibson. C'est pas un gros problème. C'est un peu le problème de l'IGPN en général. C'est qu'elle se tape Mel Gibson. C'est ça. Street will be safe for another couple of years. Ça, je sais pas. Ils tuent quand même beaucoup de monde. Ils ont détruit la moitié de Los Angeles.
Oui, sa famille qui lui dit les rues de Los Angeles seront plus en sécurité grâce à toi. T'as envie de dire, c'est pas trop ce qu'on a vu pendant ces 2 heures de film. Le film s'ouvre sur la destruction d'un bâtiment par sa faute. Donc, t'as envie de dire. Et c'est vrai que le personnage de René Russo, en fait, appartient au Internal Affairs. Donc, oui, à l'IGPN. Ouais. Et qui est censé enquêter sur ces 2 zozos qui font n'importe quoi. Et finalement, elle se tape Mel Gibson à la place. Je la comprends. C'est le mulet qui l'a rendu Elle n'est pas censée enquêter sur les 2 zozos qui font n'importe quoi. Oui. Elle est censée, justement, eux sont exempts de toute suspicion. Elle est censée enquêter sur un ancien flic ripou et sur ses connexions peut-être à d'autres flics qui sont toujours actifs, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une grosse légitimation de toute façon dans les films et dans les séries policières en général de la puissance et de la légitimité de la police et de son bon droit à utiliser toutes les méthodes possibles, même celles qui sont illégales et amorales, pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire emprisonner les méchants, entre guillemets. C'est comme ça que c'est présenté dans la pop culture en général et dans les séries, et les personnages à la Riggs qui ne respectent aucune règle, mais qui sont admirables quand même, parce que au final, c'est ceux avec lesquels on a envie de s'identifier, parce que c'est le héros. C'est ultra présent dans la pop culture et ça a été très remis en cause pendant le mouvement Black Lives Matter, où il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet et sur un peu le rôle d'Hollywood dans la glorification de la police et de la violence policière en général. Oui, ça s'appelle la propaganda. Cop, c'est des flics, et propaganda. Ouais. Et c'est vrai que ça a été de plus en plus étudié, comme tu le disais, ces dernières années. Bon, déjà, aux États-Unis, il y a une émission de télé-réalité qui s'appelle Cops, quand même. C'est trop bien, en vrai. Tu suis des courses-poursuites et tu regardes un peu des arrestations réelles. Et c'est une émission de télé-réalité qui a eu énormément de succès. Mais c'est vrai qu'il y a des exemples beaucoup plus parlants, peut-être pour nous en France, notamment 24 heures chrono, une série qui a cristallisé aussi un sentiment assez violent post-11 septembre, où on voit Jack Bauer qui va tout mettre en œuvre pour arrêter les méchants terroristes, puisque évidemment il travaille dans une cellule antiterroriste, y compris torturer des gens. Ce qui, il y a eu tout un débat aussi sur l'usage de la torture, post-11 septembre. On l'a vu dans Zero Dark Thirty, etc. Et c'est vrai qu'il y a énormément de séries et de films qui vont montrer aussi, tous les moyens mis en œuvre, mais aussi juste qui vont montrer les flics comme des personnages hyper sympas, ou qui vont montrer les flics corrompus comme des cas isolés, ou qui vont en faire tout simplement les héros, c'est-à-dire que même dans la série The Shield, qui critique très clairement la corruption de la police, c'est pas une glorification permanente, mais c'est quand même une série entière qui, à sa tête, a ce personnage hyper complexe d'anti-héros, qui depuis a été aussi très remis en question, parce que l'anti-héros, on ne peut pas s'empêcher de l'admirer malgré tout, même si on sait qu'il est très défaillant moralement. Oui, en vrai, c'est comme dans Breaking Bad ou d'autres séries de ce genre, ou Mad Men, c'est qu'en fait, même si c'est une critique de ces personnages, ils finissent par être glorifiés par le public. Donc, parce qu'ils sont quand même cool, quoi. Oui, c'est ça. Et puis parce qu'ils sont plus cool que les gens un peu chiants qui respectent les règles et la morale, quoi. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que quand tu mets des policiers dans ces rôles-là, ça légitimise vachement des comportements de cow-boys des temps modernes. Et ça encourage des vocations aussi chez des gens qui ont regardé ça toute leur enfance et qui se disent je vais faire pareil, quoi. Oui, et c'est d'autant plus choquant dans L'Arme Fatale 3 parce que pour le coup, ça a été fait à une époque où on voit qu'il y a vraiment pas énormément de réflexion, ou comme tu l'as dit, le peu qu'il y a sont très maladroites sur la question des violences policières. Et donc en fait, c'est fait souvent pour un effet comique, c'est-à-dire qu'ils arrêtent un mec, il l'a déjà fait passer à travers le pare-brise, il lui dit tu vas bien, et après il lui colle un point pour l'assommer et lui faire perdre connaissance, alors qu'il avait absolument pas besoin de faire ça. Mais comme c'est un méchant, on le tabasse, on s'en fout. Et c'est vraiment juste censé être drôle. Et moi, ça me fait rire. Mais dans le film, en fait. Mais je suis d'accord avec le fait que, c'est problématique. Mais, en fait, ça montre que ces violences-là, dans le film, n'ont aucun poids. Alors que, par exemple, dans une œuvre comme The Shield ou d'autres œuvres qui ont quand même un petit peu plus réfléchi à ces questions-là, c'est un petit peu plus complexe parce que c'est choquant. Oui. Et là, on voit que c'est pas vraiment choquant. Et c'est ça qui est choquant. Non seulement c'est pas choquant, mais ça participe au charme du personnage. Ouais, voilà. De ne pas respecter et d'en coller à tout le monde, quoi. Ça vous avait manqué les épisodes Walkie Walk où on analyse avec nos yeux d'aujourd'hui une œuvre d'avant. C'est ça.
De façon plus prosaïque, le film a quand même un gros défaut de structure, selon moi, et j'imagine selon toi aussi, c'est qu'il y a beaucoup de scènes d'action, sachant que Richard Donner est passé sur le scénario pour limiter les scènes d'action. Ouais, ça c'est fou parce que pour avoir plus de développement de personnalité, mais c'est ce qui a été reproché au film à sa sortie par rapport aux 2 précédents, c'est qu'il se reposait beaucoup trop sur la scène d'action que sur le développement des personnages, quoi. Je pense que ça atténue l'aspect comique auquel je m'attendais et qui est peut-être encore plus développé dans les 2 précédents, enfin l'équilibre est peut-être un petit peu mieux respecté. Pour moi, le plus gros problème, c'est pas tant qu'il y a énormément de scènes d'action, parce qu'en vrai, la saga Mission Impossible, c'est une de mes sagas préférées et c'est que des scènes d'action. Mais là, c'est plus qu'elles sont pas particulièrement intéressantes ou lisibles, parfois. Il y a un moment où tu as trouvé ça très intéressant. Technologie de fou, là. Fast and Furious peut pas tester. C'est quand il y a une voiture en fait qui est dans le métro et qui est sur des rails dans le métro et à un moment ses roues se soulèvent, ses roues de rails quoi, enfin de train se soulèvent pour laisser place à des pneus pour partir sur la route normale. Oui, alors ça pour le coup c'est ce que je voulais souligner de positif dans les scènes d'action, c'est les emplacements de ces scènes d'action. Ils ont été hyper inventifs là-dessus, c'est-à-dire qu'il y en a énormément, mais déjà on voit que c'est des effets pratiques parce que ça a été tourné au début des années 90 et que du coup on sait que la démolition du bâtiment au début, c'est un vrai bâtiment qui a été démoli et ça se voit à l'écran, que c'est pas des images de synthèse, que la course-poursuite sur l'autoroute, ça se voit, qu'ils ont bloqué l'autoroute pour filmer une scène de course-poursuite et que le bâtiment qui prend feu à la fin, tout ça, ça a aussi été vraiment fait et qu'ils ont tourné dans des décors réels. Je trouve ça assez impressionnant techniquement du coup, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de ces scènes d'action-là, on sait plus trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est sur un écran vert. Et là, je trouve que c'est assez impressionnant, toutes les mises en place qu'ils ont fait. Et j'imagine que voir ça au cinéma début des années 90, c'est du grand spectacle. Et que, tu vois, avec un bon popcorn... Et d'ailleurs, c'est celui qui a fait le plus d'entrées de la saga. Non, ça, j'avoue que c'est assez admirable. Et surtout pour un film d'action de flics qui se situe à Los Angeles, c'est quand même des lieux pas communs qui ont été utilisés pour toutes ces scènes d'action. Enfin, j'ai lu qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont été tournés en Floride. Mais en tout cas, du coup, on n'a pas l'impression... Le bâtiment au tout début, il est à Orlando, je crois. Enfin, ou il est en Floride quelque part. Mais du coup, ça nous sort du côté un peu trop balisé du film de flics à Los Angeles, ce que je trouve assez appréciable aussi. T'as quand même envie de voir les autres ou pas du tout ? Tu m'en as quand même dit beaucoup de bien, donc moi j'aimerais bien voir ça. Et à la base, moi j'étais chaude pour voir tous les armes fatales et j'aurais sans doute préféré commencer par le 1. Ça aurait sans doute été un petit peu plus... je le garde en tête. Il est possible que... Pour un épisode bonus. Exactement. Ouais. Un MVP ? Le chien. Qui est à la base très... pas gentil. Oui, qui est extrêmement terrifiant et menaçant. C'est un énorme Rottweiler. C'est un gros molosse qui fait que grogner et vraiment, la scène était angoissante rien qu'à regarder. Et effectivement, Richard Donner, qui adore les animaux, là, pour le coup, c'est très malin d'inclure une manière de montrer ce chien qui ferait peur à tout le monde. Et en fait, il devient attendrissant tout de suite parce que Mel Gibson arrive à le dompter, en fait, assez facilement. Ouais, c'est le moment où elle va tomber amoureuse de lui. Je sais pas. Oh, le beau doudou. Oh, je l'adore. Tu as une scène préférée ? En fait, vraiment, ce qui me reste le plus en tête, c'est les décors. Même le match de hockey, par exemple. Enfin, je trouve que c'est vraiment... ça fait du bien de voir un film où on a l'impression que c'est vrai. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez voir ou revoir L'Arme Fatale 3, c'est sur Max, sur Prime, il faut 2 abonnements. Et sinon, il est disponible à la location sur d'autres plateformes. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Anaïs va me faire découvrir la Cité de la Peur, que je n'ai jamais vue. Il paraît que ça fait hyper peur. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques 90s en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur notre compte Instagram Amis le podcast. On adore vous lire. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Je
pensais qu'on allait faire plus. Tu me menaces avec des trucs du genre je te remonte Conjuring ou enfin tu sais des trucs qui. Ah oui, bah ouais, mais je sais pas, genre je viendrai te mettre un coton-tige dans l'oreille et je vais enfoncer un peu trop loin ou tu vois, des trucs hyper inoffensifs. Genre je vais remplacer ta brosse à dents par une brosse à dents pas souple du tout. Comme ça t'auras super mal aux gencives. C'est ça que je Ok. C'est ça que tu veux. Ouais. C'est ça que t'attends, Marie. Je fais rien du tout. Laisse-moi tranquille.